Alors quand j'ai appris qu'une explosion avait lieu à Zaventem, parce qu'on ne savait pas tout de suite si c'était une attaque terroriste ou pas, j'étais dans ma voiture et en fait c'est un journaliste qui m'a téléphoné, un journaliste avec qui j'avais fait une interview une semaine avant. Et quand on m'a téléphoné, je pensais vraiment qu'on me téléphonait pour dire on a trouvé ce qui nous manque. Malheureusement, on me téléphone pour dire est-ce que vous avez entendu quelque chose? Il vient d'y avoir une explosion à Zaventem. Là, tout de suite après, la police, j'ai eu un contact avec la police et j'ai été directement, alors à ce moment-là, à la police fédérale pour évaluer, parce que ça pouvait être beaucoup de choses. Ce n'était pas une explosion de gaz, ce n'était pas un accident, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement suspect et ravageur. À ce moment-là, je me suis rendu au centre de crise. Et quand je suis arrivé au centre de crise, malheureusement, un quart d'heure après que j'arrive, le temps que je m'installe, il y avait la deuxième explosion qui se passait à ce moment-là à Malbec. Quand je suis descendu sur les lieux à l'aéroport et que j'ai vu cet aéroport véritablement comme s'il avait été touché par un bombardement, et c'est un endroit où je passais quand même régulièrement, et donc où le plafond était tombé, les vitres étaient cassées, il y avait des bagages partout abandonnés, il y avait malheureusement encore des corps par terre, etc. Il y avait de l'eau par terre parce que les canalisations avaient été touchées, et il y avait en même temps régulièrement des annonces qui étaient faites pour dire de faire attention aux pickpockets. Donc c'est peut-être une image qui me reste, et qui me reste d'ailleurs toujours. Quand j'arrive à l'aéroport, j'ai encore cette image qui me revient, et même presque une image olfactive, puisque je ressens encore l'odeur des explosifs quand j'arrive à l'aéroport. Alors le procès est arrivé quelques années après. C'était le plus gros procès d'assises qu'on ait jamais eu. On a eu d'autres procès comme le procès du Trou, etc. Mais ici quand même, c'est un procès qui a duré plus d'1 an. Donc ça a été un procès qui a demandé une infrastructure. On a carrément construit un palais de justice pour ce procès-là. Ça, avec autant de victimes qui ont été touchées dans leur âme et dans leur corps, c'est la première fois qu'on avait autant de victimes. La plupart des personnes qui sont intervenues le premier jour, pour moi, doivent être considérées également comme victimes. Parce que les événements traumatisants qu'ils ont vécus à ce moment-là, personne n'était préparé à ça. Il y a des ambulanciers qui intervenaient tous les jours à Bruxelles sur des accidents et des choses comme ça, qui ont été incapables de se remettre des interventions qu'ils ont faites dans le métro ou à l'aéroport. Des policiers qui ont pour lesquels ça a été très très compliqué de s'en remettre, etc. etc. Et donc, ça a libéré un espace de parole assez important. Ça a posé toute une série de questions dans l'accompagnement des victimes. Comment est-ce que vous accompagnez les victimes? Comment est-ce que vous pouvez répondre à des questions des victimes? Pourtant, il y a eu des expériences extraordinaires. Il y a eu par exemple un chien victime qui se trouvait là, qui était là pour calmer les victimes et pour être là à des moments de témoignage émotionnel. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que ça a lancé aussi un processus de justice restaurative, c'est-à-dire quelque chose indépendamment du procès, mais où quelque part les familles des victimes et des auteurs peuvent se rencontrer, et même aujourd'hui, il y a des victimes qui rencontrent les auteurs. Donc c'est vraiment une façon de reconstruire le tissu de la société. Et pour moi, c'est aussi la seule façon de déradicaliser ces gens. On était finalement touchés par quelque chose qui se passait quotidiennement ailleurs, malheureusement, puisque c'est un peu la suite de toute une série d'enchaînements d'événements géopolitiques, d'un printemps arabe qui est assez vite devenu un hiver, qui a eu une influence énorme sur certaines jeunes chez nous, avec le développement aussi du début des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux sociaux. Ça a révélé quand même, je trouve, notre fragilité. Est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? Effectivement, c'est un événement terrible, mais se souvenir un peu qu'on est fragile, ça permet peut-être de faire un petit peu plus attention à ce qui se passe dans le reste du monde et ne pas regarder soi-même. S'occuper aussi des jeunes dans notre société, parce que malheureusement ce phénomène des Foreign Terrorist Fighters, c'était un phénomène ultra jeune, c'était des jeunes entre 15 et 25 ans qui partaient là-bas, donc des gens qui cherchaient une autre vie, qui cherchaient un idéal que pour une raison ou pour une autre, notre société ne savait pas leur fournir. Je pense que ça c'est véritablement important de le faire, y compris avec les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont peut-être pas connu les attentats. Est-ce que je me rends compte, 10 ans c'est beaucoup pour un jeune, ou certains à qui je parle maintenant qui étaient enfants au moment des attentats. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler et pour ne pas regarder vers le futur.